Bonjour. Né dans une petite ville d'Ukraine le 23 avril 1891, c'est par sa mère que Sergueï Prokofiev découvre la musique. Il s'en passionne très jeune et l'on découvre tout de suite qu'il possède de grandes capacités pour le piano et la composition. Il entre donc à l'âge de 14 ans au conservatoire de Saint-Pétersbourg et il y reçoit une formation musicale très complète avec des professeurs comme Rimsky-Korsakov en orchestration, le compositeur letton Jacek Witold en composition et en piano l'éminente pianiste de la cour de Russie Anna Essipová. Alors dans ses premières œuvres, qui sont très âpres harmoniquement et rythmiquement, Prokofiev affirme déjà un langage musical révolutionnaire et il déclare très vite la guerre aussi bien au romantisme qu'à l'impressionnisme français. C'est ce qui va d'ailleurs créer sa modernité, additionner à tout ça son audace musicale. À cette époque, le meilleur moyen de se faire connaître, c'est de briser les codes, choquer le public et notamment la tranche conservatrice. Et un peu à l'image de Paul Hindemith en Allemagne, qui choquait par l'utilisation de sujets controversés ou par cette âpreté stylistique, d'ailleurs en s'y penchant un peu, on remarque que plusieurs parties de leur vie sont similaires, eh bien l'on remarque chez Prokofiev une surreprésentation de la polytonalité et le côté motorique, donc les rythmes violents et la dynamique brutale, qui vont l'aider à renforcer la dureté des dissonances. Il vit en Russie jusqu'en 1918, puis passe 15 années d'itinérance entre les États-Unis, la France et l'Allemagne, mais il renoue des liens avec l'URSS et il retourne s'y installer définitivement en 1932. Malheureusement, il est interdit de quitter l'Union soviétique en 1938 et il devient compositeur officiel aux ordres du régime. Il est certain que les œuvres d'avant son retour sont infiniment plus audacieuses que celles écrites après, mais cela n'empêche qu'il a écrit des chefs-d'œuvre instrumentaux durant cette période, à l'image du ballet Roméo et Juliette, dont la création s'étendit sur plusieurs années, Cendrillon, juste après ce succès, puis évidemment sa 5e symphonie, sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui. Les symphonies de Sergueï Prokofiev révèlent un fil conducteur marqué par l'exploration de contrastes et la quête d'un équilibre entre tradition et modernité. La première symphonie, surnommée classique, reflète son hommage à Joseph Haydn, tout en introduisant une modernité discrète avec des harmonies inattendues. Les deuxième et troisième symphonies plongent dans une intensité sombre et expressionniste, avec des orchestrations puissantes et une ambiance dramatique qui témoignent aussi de la période tumultueuse que Prokofiev traversait. La 4e symphonie révèle une transition stylistique. Elle intègre des éléments de son ballet L'Enfant prodigue et combine en même temps lyrisme et expressivité. La 5e est écrite quant à elle en 1944, une date charnière dans l'histoire de l'humanité puisque l'on se trouve à la veille de la fin de la Seconde Guerre mondiale et d'autant plus symbolique que sa première audition le 13 janvier 1945 coïncide avec une victoire de l'armée rouge sur les Allemands. Elle incarne une synthèse des influences de ses précédentes symphonies. La musique semble parfois posséder des tensions dramatiques de la période de guerre dans laquelle elle a été composée, mais elle reste tout de même majoritairement triomphante. D'ailleurs, ce serait une erreur de la considérer uniquement comme une œuvre de guerre, puisque le compositeur déclara à l'époque qu'il l'avait conçue comme un hymne à l'homme libre, destiné à son esprit pur et noble. Une telle dédicace était conforme aux déclarations officielles de Prokofiev, selon lesquelles la musique devait s'adresser directement au peuple. Le mouvement d'ouverture est un andante en si bémol majeur de forme sonate. Le premier thème de l'exposition est engagé par les flûtes et les bassons à l'octave, et il donne directement le ton de l'œuvre. Il est large, solennel, voire héroïque. Il se transforme et donne place à une seconde mélodie, cette fois-ci plus lourde, jouée par les instruments à timbre grave, puis un autre thème est amené par la flûte et le hautbois, celui-ci beaucoup plus lyrique et méditatif. Le développement arrive ensuite et brasse tous les thèmes exposés, avec beaucoup de modulations rapides qui font entendre des tonalités très éloignées entre elles, pour finir en apothéose avec une riche polyphonie orchestrale. La réexposition ramène tous les thèmes dans leur splendeur initiale, et les modulations précédentes aident d'ailleurs à ce que ce retour soit très surprenant. Après la réexposition, une coda impressionnante surgit, très rythmique et cuivrée, pour clore ce premier mouvement. Ce qui est fantastique, c'est qu'on n'aurait presque pas besoin de la suite de l'œuvre pour comprendre l'intention musicale de Prokofiev, tant ce premier mouvement parle pour lui. On remarque déjà le mélange entre modernité et tradition, puisqu'il revisite la forme sonate en l'enrichissant par des innovations harmoniques et rythmiques, et même si le langage harmonique est tonal, il est enrichi par beaucoup de dissonances, des chromatismes et des modulations qui lui donnent une modernité très complexe.
En parallèle, il fait preuve d'une orchestration très imaginative qui va créer facilement des climats variés. Les bois jouent souvent les thèmes, et les cuivres viennent renforcer les moments héroïques et triomphants, mais ils ajoutent aussi une intensité dramatique quand ils sont couplés aux percussions par exemple. On retrouve donc directement ce côté motorique. Pour appuyer ce point, prenons l'exemple du second mouvement. Le deuxième mouvement, en ré mineur, a des airs de scherzo classique de forme ABA. Sous le scherzo, on retrouve une répétition constante d'un accompagnement staccato. La mélodie est transmise par la clarinette aux autres bois et elle joue sur le rythme marqué et ininterrompu. La section médiane, en trio, qui est en 3/4, est également accentuée rythmiquement. Elle oppose un air pastoral à un air de valse. La première section, qui revient, est traitée de manière beaucoup plus fraîche, et à la fin, le rythme devient plus incisif et intense, avec une instrumentation plus cuivrée et une écriture harmonique pleine de dissonances aiguës. Ce qui marque le plus ici, et qui fait également partie des caractéristiques de composition de Prokofiev, c'est l'ironie mise en musique. On peut voir que ce mouvement est en total contraste avec le premier au niveau du caractère. C'est une mélodie rythmée, marquée par des syncopes et des accents brusques. Les bois et les cordes en dialogue rendent ça de manière presque grotesque en fait. Mais on retrouve des points communs. Par exemple, on a aussi cette partie B en fa majeur, plus calme, qui ramène à l'introspection voulue par le compositeur pour justement contraster avec le côté motorique des moments dynamiques, comme le second thème du premier mouvement. Et puis, toujours ce langage tonal enrichi, voire totalement élargi. Le troisième mouvement est un adagio sombre avec un thème bien plus lyrique, qui vient contraster avec l'héroïsme général de l'œuvre. Lyrisme qui se charge de gravité dans la partie centrale avec une mélodie très austère jouée par l'ensemble des bois. L'intensité culmine sur un motif clamé par les trombones et parcouru de rafales de gammes descendantes pour revenir sur une reprise douce de la première partie. Ici, Prokofiev démontre encore une facette plus qu'authentique de son écriture, son lyrisme, qui fait que ce troisième mouvement en lui-même démontre cette volonté d'introspection qu'il veut transmettre à son auditeur. Le dernier mouvement crée, pourrait-on dire, presque une synthèse des trois autres. Retour à si bémol majeur, ce qui vient créer un lien avec le premier mouvement, qui fait que c'est une œuvre cyclique, et le thème est joué au bois puis repris par tout l'orchestre. Plusieurs thèmes contrastants interviennent, apportant des moments plus intimes et rêveurs. Le développement combine tous ces thèmes et laisse entendre beaucoup de modulations inattendues. Puis le mouvement se termine par un retour triomphal des thèmes principaux et sur une explosion d'énergie et de joie pour clôturer cette symphonie. Alors il faut bien terminer sur quelque chose, et la plus sensée pour conclure est d'affirmer que nous avons ici affaire à une œuvre très complète, où tout le génie du compositeur est mis en œuvre pour retranscrire à l'auditeur les caractères, qu'ils soient triomphants, plaintifs ou même ironiques. Il est certain que Prokofiev imprime ici toute sa palette néoclassique, son lyrisme, le motorisme dynamique de son orchestration aussi, et son harmonie surprenante. Toutes ces raisons pour lesquelles il fut d'ailleurs l'un des premiers compositeurs de son temps. Merci pour votre écoute.